La saison 2024-2025 de Première Ligue est terminée. Il est donc l'heure de faire le bilan dans le PL Club. Les tops, les flops, les bonnes surprises, les mauvaises pioches, les analyses bien sûr. Tout cela en compagnie de Jean-François. Hello. De Bruno. Salut. Et de Mister Vision du jeu, Christian. Salut Christian. Bonjour. Alors, accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette émission. Il va falloir garder du rythme. Un petit mot quand même sur cette saison qui vient de se terminer. C'était le dimanche, il y a quelques jours. Il y avait eu un suspense jusqu'au bout, au moins pour la qualification à la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a le classement final qui était attendu, en sachant que Liverpool est champion déjà depuis plusieurs semaines ? On commence fort avec une question. Oui, mais on a démarré la saison en se demandant, la grande question c'était, l'après-Klopp c'est quoi ? Oui. Mais en fait, il n'y a pas eu d'après-Klopp. Il y a eu un changement de coach, mais il y a eu la même équipe. Il y a une continuité. C'est l'équipe de Klopp qui est championne, mais bravo à Arne Slot parce que ce qu'il a fait, c'est formidable. Pas tout à fait, mais heureusement qu'il y a une émission comme celle-ci pour contredire ce qu'il vient de dire. Ça commence fort, voilà. Je vous disais. C'est pas tout à fait ça, mais bon, on y est presque. Bon, allez, je vous propose de revoir quelques-uns des plus beaux buts de la saison pour bien commencer cette émission. C'est parti. Marmouche. It's a long way out here. That's a stunner! Wigan going long and Karim Mitoma chasing this. That's an absolutely fantastic touch. Oh, what an outstanding goal! Guimaraes. Isak! Wow! Trouble for Tottenham! Alexis McAllister! Paquetá to chip it forward. And Bowen! Oh! What a strike that is! Cunha going for goal! Oh, yes! Caesar. He's having another go. Oh! Well! And now Liverpool are advancing again with Mo Salah. It's Salah! Fantastic! And Duran from a distance has scored a stunner. Haaland suddenly received it. Just too hot to handle. An ambitious attempt from Diego Gomez, one of the goals of the season. Oh, Harry Wilson. There it is. Oh, mistake. Bad mistake as well. Raya off his line. It is a sensational finish from Mateta. Kirkes getting it forward. Right, attacking with a real pace again. Oh, it's a screaming effort from Justin Kluivert. Wolves might be caught out here. Palmer! It's class! Perfect again. 22 seconds they scored at the Etihad last week and they've done it again here. Incredible. Voilà pour quelques-uns des plus beaux buts. Un choix toujours subjectif. On aurait pu en mettre deux fois plus, beaucoup d'autres. Merci de nous avoir remis John Duran parce qu'on a fait oublier qu'il est passé. Il a fait exploser les stats, lui, chaque fois qu'il montait sur la pelouse. C'est vrai, il a quitté Aston Villa au mois de janvier. S'il était resté, bon, avec des on refait évidemment toute la saison. On va la faire, mais autrement, avec les analyses. On commence peut-être par le nombre de buts marqués cette saison et on va le voir. Est-ce que c'est pas un petit peu décevant ? Après, la saison dernière était hors norme, exceptionnelle. Oui, c'est un peu un retour à la normale. On en discutait un peu pendant la préparation de l'émission. C'est la saison dernière qui était très étonnante. Oui, effectivement, on a marqué plus de 100 buts en moins. Alors, Christian, quels sont les faits marquants au terme peut-être de ces buts marqués ? Qu'avez-vous pu analyser sur l'ensemble de la saison dans cette première ligue ? J'ai quand même essayé de voir les 4 dernières saisons pour voir s'il y avait une évolution dans les modèles. Et il y a quand même, ça confirme un peu ce qu'on avait dit précédemment, c'est qu'on marque beaucoup plus maintenant en transition rapide et beaucoup moins en phase arrêtée parce que, comme on l'a vu souvent, il y a maintenant ces fameux coachs qui deviennent plus importants que les coachs principaux et qui commencent à travailler. On le voit sur cette
sur cette infographie. Au niveau du dominant, que ça soit rapide ou placé, on est un peu toujours autour de 50-55%. Mais regardez en vert, dans la transition rapide, on a quand même 5% de plus de buts sur transition rapide depuis 4 saisons. Et on a à peu près 4-5% de moins sur phase arrêtée, penalty compris. Donc ça veut dire que, que défensivement, on travaille et donc on est obligé de surprendre les défenses par des transitions rapides. Est-ce que je peux rebondir là-dessus en vous rappelant une célèbre phrase de Johan Cruyff qui disait « C'est au moment des transitions qu'on perd ou qu'on gagne un match ». Et donc on est X années plus tard et c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc je pense que le football a une certaine forme d'évolution. Il y a des essais qui sont parfois ratés, mais les bases quand même et les principes de jeu restent quand même les mêmes. Et Cruyff nous manque. Évidemment, bien sûr, un des grands noms de l'histoire du football. On aimerait avoir encore des joueurs comme lui, même si encore quelques très bons numéro 14 sur nos pelouses. Alors, les buts marqués par le top 6, Christian, là aussi, on voit une baisse par rapport aux saisons précédentes. Ouais, ça confirme ce que Jean-François vient d'expliquer, c'est que ça se passe au niveau des transitions et donc ça veut dire qu'on marque moins sur le jeu dominant placé. Ça veut dire que Manchester City a marqué beaucoup moins de buts sur placé. Arsenal, on va le voir plus tard, a eu beaucoup moins de buts depuis 2 saisons. Et donc, en fait, ça a une répercussion sur les buts marqués par le top 6 parce qu'en fait, ces équipes sont moins habituées à marquer sur des transitions rapides. C'est plus le domaine des équipes qui sont plus petites. Et donc, on le voit dans l'infographie, il y a 83 buts en moins de marqués cette saison par le top 6. Voilà, on va voir comment ils vont s'adapter pour la prochaine saison. Avec cette constatation, est-ce qu'on peut dire que le championnat était moins spectaculaire ? Ici, pour le coup, quand on voit le tableau, on se rend compte qu'avec cette année-ci, on est descendu en dessous de l'année dernière qui était anormale, on va dire, des guillemets, mais aussi en dessous des 2 saisons précédentes. Donc là, il y a quand même une tendance qui, dans le temps, se confirme un petit peu, à marquer quand même pour le top 6, en tout cas, un peu moins de buts. Ça peut venir aussi de la qualité des autres équipes. N'oublions pas qu'on peut voir un côté positif, c'est de se dire peut-être qu'on défend mieux dans certains cas. Et ça peut dépendre parfois aussi des équipes qui malheureusement sont les 3 descendants. La saison dernière, il y en avait quelques-uns qui avaient encaissé plus de 100 buts. En tout cas, une équipe qui avait encaissé plus de 100 buts. Moi, quand je vois ça, je relève, on en parlera, la prestation de Brentford par rapport à ça, qui marque plus qu'Aston Villa cette saison. Mais on y reviendra, mais ça saute aux yeux qu'il y a eu quelque chose de positif qui s'est passé là. Je vous propose de parler maintenant des performances des clubs. Et évidemment, honneur aux champions, Liverpool, 20e titre. Un titre qu'ils ont enfin pu fêter devant leur public. En 2020, ils n'avaient pas pu le faire. Champion à 5 journées de la fin. Voilà, il n'y a pas eu de suspense du tout à ce niveau-là, parce qu'on l'a senti quand même très tôt dans la saison que Liverpool avait ce petit quelque chose en plus par rapport aux concurrents directs. Une défaite, 2 partages, jusqu'à fin décembre. Ça s'appelle un début de saison merveilleux. Et quand je vous disais, c'est l'équipe de Klopp, c'est le noyau de Klopp. Les joueurs achetés ont très peu joué. Il y a eu de transfert l'été dernier. Après, il y a eu des changements à l'intérieur. On y reviendra sans doute aussi. C'est pour ça que je pensais qu'il faisait référence aux changements dans le jeu, mais en effet, je suis d'accord sur le noyau. Il n'y a pas eu d'évolution. Alors justement, Christian, comment peut-on expliquer cette réussite ? Parce que Slot succède à Klopp, qui a vraiment marqué l'histoire du club. On s'est toujours dit, on l'a vu après Ferguson, après Wenger, c'est toujours compliqué de succéder à un monument. Et par contre, Slot l'a réussi brillamment. Offensivement, en tout cas, il a eu l'intelligence d'utiliser, comme on a souvent expliqué, les 6 mois de transition pour pouvoir changer un conditionnement. Il a gardé le conditionnement de Klopp et on va le voir calmement et on va essayer d'aller en détail sur cette infographie. Regardez, donc il y a 3 périodes sur 3 lignes, de août à novembre 4 mois, de décembre à mars 4 mois et puis les 2 derniers mois avec avril et mai. Et donc, regardez ce qu'il a fait. Il était très, très performant dans la première partie, dans la transition rapide et le dominant rapide. Donc, c'était exactement l'héritage de Klopp, ce que Klopp avait mis en place avec ce contre-pressing et surtout cette transition. Il a laissé passer cette période-là où il a été performant. Puis après, il a commencé, à partir de décembre, à mettre sa patte, son système de jeu, c'est-à-dire beaucoup plus de jeux posés, beaucoup plus de buts marqués sur des centres. Et puis, dans la dernière période, il a rééquilibré l'ensemble et il a réaugmenté le travail sur phase arrêtée. Donc voilà, on le voit en image maintenant, cette transition, cette récupération, et cette manière aussi de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant, ou cette occasion-ci avec un ballon qui vient de très loin, un ballon long, un ballon prolongé, et puis voilà, on joue dans la vitesse, on fait des 3 contre 3 alors qu'on était à 90 mètres du but,
Et voilà, magnifique conclusion de la part de Nunes, mais ça s'est passé en 3 passes. Ça, c'est ce qu'on a vu avec Klopp. Et puis, après, on a vu, voilà, ça c'est exactement ce qu'il a mis en place dans cette deuxième partie, avec notamment énormément de buts sur centre et de jeux dominants placés. Et puis, dans la dernière partie, c'est Van Dijk qui est venu apporter aussi sa contribution en efficacité, et où ils ont marqué des buts sur phase arrêtée. Donc, pratiquement, c'est pratiquement le scénario parfait dans l'évolution et dans la mise en place pour Liverpool. Moi, juste par rapport à ce qu'il vient de dire maintenant, je retiens un mot sur les transitions, c'est vitesse. C'est extrêmement important d'avoir de la vitesse. Je fais référence à par exemple, les difficultés on reviendra aussi là-dessus, mais que Manchester a pu avoir cette année, par exemple, justement dans le jeu rapide. Et aussi, lorsqu'on joue dans un jeu posé. Aussi, ce terme vitesse est important, mais peut-être pas la vitesse de course, la vitesse de la circulation du ballon, pour pouvoir se dégager des zones, pour pouvoir centrer, pour pouvoir donner, etc. Donc, vitesse est un mot, je pense, essentiel du football moderne aujourd'hui, vraiment. Avec les joueurs pour le faire, évidemment. Mo Salah, Luis Diaz. Ils ont toujours eu un trident d'attaquants exceptionnel, hein, même aujourd'hui, après les pertes, que ce soit Mo Salah, il fait tout exploser, mais Gakpo, il a des stats. Luis Diaz, 13 buts, 5 assists, ce sont des stats. Donc, toujours ce trident exceptionnel aussi. En retenant quand même une chose, c'est pour Liverpool, magnifique, championnat très bien. Cette année en tout cas, et c'était la première, donc les supporters s'en sont évidemment contentés, voire même régalés au moment du titre, mais éliminé quand même des 3 coupes, et ça reste quand même dans le bilan aussi de la saison. Plymouth fait mal. Être éliminé par Plymouth en FA Cup, ça fait mal. Je pense que l'élimination face au PSG, ça ils n'ont pas digéré, mais ils ont affronté une équipe qui était très très mûre. Et un miracle à l'aller. Le manque de chance quand même au tirage. Ils sont premiers dans la phase de groupe, hein, enfin dans la Ligue maintenant, la Ligue des Champions. Ils tombent sur le PSG en 8e de finale. Ils ont récupéré leur chance avec Alisson à l'aller face à Paris, parce que là, ils auraient pu en prendre 3 faciles. Ouais. Mais voilà, bon, c'est... Avec les bonnes nouvelles, hein, Salah a signé, Van Dijk a signé. Bon, on sait qu'Alexander-Arnold va partir, mais sans renforcer cette équipe, avoir un noyau un peu plus étoffé pour justement pouvoir être compétitif. Gravenberch, plus de 90% de temps de jeu, élu joueur de l'année. Exactement. Et il y aura sans doute l'anneau de transfert, on peut imaginer. Oui. Et pour rebondir sur ce que Christian disait tout à l'heure par rapport au top 6, au but, etc., ils mettent quand même cette année 14 buts en plus que Manchester City, ce qui est assez révélateur aussi quand même. Grand cru, cette équipe de Liverpool qui en plus avec un 20e titre revient à la hauteur de Manchester United. On sait qu'il y a une grande compétition en termes de prestige et de titres entre ces 2 grands clubs du nord de l'Angleterre. Le deuxième, est-ce qu'on doit dire maintenant l'éternel ? 2e, ça fait 3 saisons d'affilée, Arsenal. Est-ce qu'on ne doit pas dire cette année le décevant 2e, franchement ? Oui, bien sûr. Je pense que même Arteta l'a dit, c'est une saison décevante. Oui. Vous imaginez un peu ? Oui, c'est décevant de ne pas gagner, parce que vous êtes un compétiteur, mais est-ce que c'est une saison décevante ? Oui, parce qu'il y avait Manchester City, et cette saison, Manchester City est moins bon, et puis ils ne parviennent quand même pas à aller chercher un titre. Ça nous permet aussi d'évoquer un peu, parce qu'on a Trossard, là, avec 8 buts, c'est le meilleur buteur belge de la saison. Je crois que si on regarde les stats des années précédentes, avoir un buteur belge avec uniquement 8 buts, c'est peu. Même au niveau des assists, on est à 7 buts pour nos Belges cette saison maximum. Mais même Arsenal, le meilleur buteur de la saison, c'est Havertz, qui n'a pas joué pendant presque 4-5 mois et qui, avec 9 buts, est le meilleur buteur de l'équipe. Oui, mais on a vraiment eu une mue à Arsenal cette saison, entre la version Arsenal saison dernière, voire même saison d'avant, sous Arteta jusque maintenant. Cette année, je pense qu'il y avait vraiment dans la tête d'Arteta un désir vraiment de changer quelque chose dans le jeu, dans les principes de jeu. Justement, Christian va nous expliquer pourquoi. Oui, c'est étonnant parce qu'on peut passer directement à l'infographie, ça sera plus facile. Mais regardez, donc 3 dernières saisons, 88, 91 et 69 cette saison. Et si on se rappelle vraiment bien, on l'a expliqué vraiment souvent, ce magnifique jeu dans le jeu dominant placé et rapide, avec cette saison 22-23, avec 56 buts, c'était vraiment extraordinaire. Ils étaient largement au-delà de Manchester City. Et puis, je ne sais pas, ce que dont toutes les équipes rêvent, c'est-à-dire d'arriver à ce niveau-là en termes de jeu dominant et de pouvoir montrer un football positif et extraordinaire, eux, en fait, ils diminuent dans ce domaine-là. Regardez, on est passé de 56 à 34, on est passé de 11 à 4, et on a gagné
en transition rapide, c'est-à-dire un peu l'arme des plus faibles, et on a même descendu encore en phase arrêtée alors qu'ils ont le spécialiste mondial de l'univers qui met des choses en place extraordinaires dont on parle toutes les semaines. Et univers en fait, rime avec Nicolas Jauvert. Général, c'est que c'est mauvais dans tous les domaines offensifs par rapport à la saison passée. C'est un bilan intéressant aussi du travail effectué par Arteta, la mise en place d'Arteta. Et son choix, je pense, était dicté par une certaine envie, sans doute aujourd'hui. Je pense que dans son raisonnement, il s'est dit cette manière qu'on a de jouer ne nous permet pas d'être champions. On va y apporter quelques modifications. Et malheureusement, ça a été un petit peu loin dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a vu, bon, on peut y ajouter les blessures, etc., qui font aussi le contexte d'une saison. Mais malgré tout, le fait que cette équipe soit moins spectaculaire aujourd'hui, je pense que c'est au départ un choix délibéré du staff d'être plus solide dans l'organisation. Il s'est dit que dans les matchs au sommet, il allait être plus efficace. Et il ne se doutait peut-être pas qu'il allait perdre autant dans d'autres matchs. Un choix qui n'est pas payant parce qu'il y a toujours le fantôme de ce numéro 9 qui est absent, ce vrai buteur qui pourrait faire la différence. Oui, et puis il y a un problème d'infirmerie. On peut pas dire que ça c'est anecdotique. Hein. Ça fait partie de la qualité d'un staff aussi. Oui, d'infirmerie, de choix, même de construction de noyaux, au-delà de ça, parce que finalement, il n'y a pas de... Voilà. Mais si l'émission, c'était au départ d'être à l'épreuve des faits, ici, je trouve que ce tableau-là est un des plus beaux tableaux qu'on ait pu montrer pour expliquer finalement le fait on va l'encadrer tout l'été. Voilà, qu'une équipe soit un peu plus sans difficulté. Malgré ça, elle termine deuxième du championnat. Oui. Mais malgré tout, voilà ce que cette équipe a perdu au fil des années avec Arteta. Et ça explique peut-être les 14 partages, parce que 4 défaites, c'est le même nombre que Liverpool. Seulement, il y a ces 5 partages en plus du côté d'Arsenal et ça fait 10 points de différence. Vous montez le curseur des buts marqués sur attaque posée et vous avez une équipe d'Arsenal qui est compétitive avec Liverpool cette saison. C'est ce curseur-là qui a manqué cette année-ci. On descend dans le classement, sur le podium, mais quand même à la cravache. Hein. Ça a dû être compliqué jusqu'au bout. Manchester City, qui est donc sorti d'une période de 4 titres consécutifs. On se doutait bien que voilà, ça ne pouvait pas continuer indéfiniment. Et donc, ça a été une saison quand même assez compliquée. Saison blanche, même si Guardiola dit qu'il a gagné quelque chose avec la Community Shield. Saison blanche et quand même une qualification à la Ligue des Champions au bout, parce qu'à un moment, on a douté. On a douté, mais oui. Arsenal, le premier choc de la saison, ils vont perdre Rodri. Oui. Dramatique. Ils vont s'incliner à Bournemouth. Personne ne s'imagine qu'ils vont faire 6 rencontres sans... À ce moment-là, c'est 9 matchs, 7 victoires, 2 partages. Hein. Sur les 9 premières journées, on se dit qu'ils sont partis comme les saisons précédentes. Toute compétition confondue, à partir de là, 6 matchs sans victoire. Le 3-3 face à Feyenoord, coup de marteau. Ils vont gagner un match face à Nottingham et ils repartent dans 5-6 rencontres sans connaître la victoire. Imaginez un peu, ça fait sur 12 matchs, 1 victoire. Et on parle de City. Un marasme. Ouais, moi, je vois les choses en me disant qu'ils ont traversé une grosse crise. Cette crise, ils en sont quand même sortis en fin de saison pour émerger. Est-ce qu'on peut parler de crise de fin de cycle ? Peut-être. Avec les joueurs. Hein. Peut-être. C'est ça qui a amené aussi les réflexions avec le départ de De Bruyne, avec différentes réflexions en interne, avec les choix de transferts qui ont été faits au mois de janvier. Donc on a bien senti qu'il y avait, à ce moment-là, on se posait même la question de savoir si Guardiola allait rester ou pas. Finalement, il a re-signé. Donc... Voilà, cette équipe de City, aujourd'hui, clairement, elle n'était pas compétitive pour se positionner comme candidat au titre. Elle a eu ce passage à vide qui a été monstrueux. Et n'oublions pas quand même que tout ce qui a alimenté les coulisses, etc., a sans doute eu un impact à un moment donné aussi sur le groupe. Vous parlez des 115 infractions dont on parle ici au moins depuis 2 ans. Depuis un moment. Mais on ne voit pas le bout du tunnel. Par contre, ce qui m'interpelle quand on parle d'Arsenal, on parle de City, on a un raisonnement équivalent des deux côtés. On se dit, il y a des joueurs qui manquent et du coup, ça ne va plus. Ben oui, c'est comme ça. Et pourtant, ce sont des noyaux où on est censé avoir 24-25 joueurs qui sont tous titulaires. Ce n'est pas le cas. Désolé. Derrière Alan, il n'y a plus personne. Maintenant, il y a Marmouche. Oui, maintenant, mais il n'y avait personne. Alors, est-ce que pour parler de la saison compliquée de Manchester City, on peut parler, Christian, de panne offensive ? Oui, d'ailleurs, ils ont diminué dans tous les domaines cette saison, mais moi, il y a quand même le domaine qui m'interpelle, c'est le domaine de la phase arrêtée.
c'est tellement important. Ils étaient les meilleurs la saison passée, donc ça montre aussi à quel point, pour Pep Guardiola et son staff, les phases arrêtées étaient importantes dans la course au titre. Mais regardez, voilà, c'est le comparatif entre la saison passée et cette saison-ci, et on est à moins 14 buts. Imaginez-vous ce que ça représente en points, 14 buts de plus pour égaler la saison passée. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-François en termes de fin de cycle, parce que si on est mauvais comme l'était Arsenal de plein jeu, dans le jeu dominant placé, ils ont compensé avec un travail sur les phases arrêtées. Or, ici, les 2 buts que vous allez voir ici, c'est les 2 buts intentionnels seulement sur phase arrêtée qui ont été marqués sur toute la saison. Donc, ce domaine qui peut être travaillé par n'importe quelle équipe, qui peut être répété entraînement après entraînement, eux, ils ont été déficients dans ce domaine et ils n'ont pas réussi à compenser les lacunes dans les autres domaines. Donc là, pour moi, en explorant à l'épreuve des faits, je pense que c'est une faute professionnelle. Est-ce que ce n'est pas lié aux 7 assists uniques de Bruyne cette saison, qui n'a pas une saison complète, bien sûr? Alors, lié sans doute aux assists de De Bruyne, mais aussi, Christian, à la diminution offensive et des buts marqués de Erling Haaland, qui, il y a 2 saisons, quand même, avait pulvérisé tous les records. En effet, c'était... c'est aussi suite après, il a commencé à être moins performant quand il a re-signé le contrat mirobolant. C'est un peu le cas de beaucoup de joueurs. Quand ils re-signent, il y a un peu des performances qui sont moindres. Vous le voyez sur le tableau, mais depuis qu'il est arrivé, voilà, ça diminue en termes de buts marqués, ça diminue en termes d'assists. Donc, voilà, il est quand même tributaire du collectif. Donc, le collectif va moins bien, mais... un joueur de ce niveau-là devrait quand même être plus performant si on le compare à Salah, évidemment. Ouais, il joue 31 matchs cette saison, il est blessé pendant toute une période. Comme la saison dernière. Exactement, oui, comme la saison dernière, mais il se blesse au match de FA Cup en quart de finale contre Bournemouth, il rate 6 matchs, il en fait un ensuite sur le banc et puis il retrouve sa place dans l'effectif, et depuis qu'il est dans l'effectif à nouveau, on ne peut pas dire qu'il est transcendant. Non, parce qu'il a marqué 10 buts sur les 5 premières journées. Oui, donc on voit qu'il a beaucoup moins marqué ensuite. Donc voilà, mais oui, quand je parlais de fin de cycle tout à l'heure, c'était en réponse à votre question d'ailleurs. Oui, c'est moi qui en ai parlé. C'est vous qui en avez parlé. Moi, je ne sais pas si c'est fin de cycle, mais il y a quelque chose en tout cas qui a déterminé le fait qu'on laisse partir certains joueurs et on en fait venir d'autres. Donc oui, parce que sans doute qu'on a ce besoin de rafraîchir un petit peu. Il y a beaucoup de trentenaires dans l'entrejeu qui vont maintenant. De Bruyne va partir, c'est sûr. Bernardo Silva, Ederson. Voilà, il y a pas mal de joueurs quand même qui sont en fin de parcours. Je pense que ça va encore pas mal bouger cet été du côté de Manchester City. Voilà. C'est quand même pas une année exceptionnelle, non. City. Ah non. Comparé aux standards des années précédentes, des saisons précédentes, évidemment, on rappelle qu'ils ont fait le triplé quand même il y a 2 ans. On descend encore dans le classement avec cette équipe qu'on a toujours un petit peu de mal à, je ne vais pas dire identifier, mais à connaître la véritable philosophie. C'est Chelsea qui finalement termine à la 4e place. Enfin. On relève les meilleurs jeunes. C'est la moyenne d'âge de l'histoire de la Première Ligue. C'est la plus jeune moyenne d'âge. Donc, est-ce que ça peut expliquer certains hauts et bas, peut-être? Quand on voit ce qu'a reçu Maresca comme noyau pléthorique, il a mis de l'ordre, ils sont en finale d'une compétition européenne, ils sont en Ligue des Champions. Dans l'ensemble, que dire? Il y a peut-être une contre-performance de Palmer sur la fin de saison. Oui. Hein, il marquait un but depuis la mi-janvier et c'est encore sur penalty. Ça change un peu la donne pour eux. Mais dans l'ensemble, ils ont montré des choses. À revoir. Non, à revoir, oui. Ben moi, ce qui va m'intéresser surtout dans la continuité, c'est de voir quelle sera la méthode la saison prochaine, quoi. Cette année-ci, je pense que finalement, c'était à la fois compliqué et en même temps, quand on arrive et que tout le monde vous dit que ce ne sera pas possible et que vous y arrivez quand même, bravo, quoi. Oui, logiquement, ce sera Maresca, parce qu'on sait que les propriétaires sont parfois un petit peu rapides pour remplacer les managers. Mais là, normalement, avec la 4e place, la Ligue des Champions, ça devrait être Maresca. Oui. Un chiffre quand même, avant de donner la parole à Chris, par rapport aux Blues. Un match sans encaisser de but à l'extérieur. Et c'était la dernière journée à Nottingham. Oui. Il y a quand même des trucs à régler. C'est le match clé quand même. Hein. Oui, mais il y a des trucs à régler quand même. Hein. Ouais. Autre chose, c'est que cette équipe qui a dépensé, et on l'utilise quand même souvent ce cliché, plus d'1 milliard pour s'acheter, soi-disant, les joueurs avec le plus haut potentiel quasiment dans toute l'Europe. Le meilleur buteur sur la fin de saison, Christian, c'est un certain Cucurella.
Oui, bah ça résume l'ensemble de la saison. Alors c'est vrai, comme dit Bruno, il y a une réunion de jeunes, il y a un groupe il a fallu écrémer, il a fallu relancer la dynamique et il a réussi à le faire. Mais voilà, c'est ce qu'on voit sur toute la saison, c'est-à-dire que il a décidé, l'entraîneur, de passer à un jeu dominant placé, de passer beaucoup par les flancs, de donner des centres. Et on se rend compte en fait que Palmer disparaît, Jackson disparaît et qu'en fait le meilleur buteur dans cette zone de travail-là, c'est Cucurella. Alors, il faut aussi dire qu'ils ont encaissé beaucoup de buts sur son flanc dans les reconversions, mais c'est normal quand il est tout le temps au petit rectangle. Comment expliquer que Cucurella se positionne tout le temps entre le point de pénalty et la baseline du gardien? Voilà, c'est pour ça, moi je pense que Chelsea est en progression. Alors il veut changer le système et ça prendra du temps, on l'a vu avec Eddie Howe. Mais je pense que pour le moment, il ne joue pas avec les forces qu'il a comme joueur. Il a quand même cette équipe a gagné 3-1 contre Liverpool 3 jours après la fête du titre. La seule victoire en déplacement contre le top 8 ou le top 9, c'était ce week-end. Donc il a fait le travail, mais ça reste quand même trop peu. Et puis très peu de clean sheet en déplacement. Voilà, c'est un peu, avec 60% des points, c'est un peu une qualification par défaut. 5 victoires sur les 6 dernières journées, ça a fait la différence, et notamment ce 0-1 du côté de Nottingham dans la finale de qualification pour la Ligue des Champions. Par rapport, on verra avec Nottingham, par rapport au stade de Nottingham, avec un 8 sur 24 dans le sprint final, vous ne pouvez plus rien revendiquer à ce moment-là. Chelsea, après 2 ans, retrouve donc la Ligue des Champions avec les nouveaux propriétaires. Ça va faire du bien quand même. Ça permettra peut-être à certains de rester... Comment je vais dire ça j'ai pas mal autour de moi des supporters de Chelsea et chaque fois ils ont cette impression que Chelsea va se mêler à la course pour le titre. On en avait parlé jusqu'en mois d'octobre. Oui, enfin, peut-être que la saison dernière. En tout cas, il y a des bonnes bases pour construire une belle et il y aura encore des joueurs qui vont arriver, sans doute un gardien, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi, et un attaquant. Parce que Nicolas Jackson... en tout cas, s'ils veulent répondre au modèle de l'entraîneur, un attaquant, oui. 4e Chelsea, on descend, et Newcastle s'est finalement qualifié. Donc, ils avaient fait la Ligue des Champions, on se souvient, la saison dernière. Ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour l'Europe pour cette saison, mais là, ça va beaucoup mieux parce qu'une 5e place, c'est vraiment une belle récompense pour Eddie Howe, qui était autour de la 10e place au moment de la fin d'année 2024. Donc, c'est quand même... une belle performance. Ouais, c'est le miracle pour moi. Un miracle, carrément. Franchement, pour moi, cette année-ci, c'est l'équipe la plus chanceuse sur la fin de saison. Voilà. Pourquoi ? 12 défaites, c'est un beau chiffre. Oui, mais on l'a dit, il fallait être un petit peu... Il fallait moins de points pour être dans le top 5, top 6. Parce qu'ils terminent la saison avec un 4 sur 12 et que dans un sprint final... Ils sont même battus à domicile par Everton à la dernière journée. À domicile par Everton et que finalement, Aston Villa ne parvient pas à s'imposer à Man U. Donc évidemment, on peut tout refaire, on peut tout réexpliquer, etc. Très bien. Mais en tout cas... ils n'ont pas compté sur eux-mêmes cette année pour aller chercher cette place à la... si, ils devaient gagner contre Everton à domicile alors. Everton, c'est 12 défaites aussi. Vous imaginez, et ils sont bien plus bas dans le classement. Mais Everton n'avait aucune pression sur la dernière journée. Alors Christian, on va aller vers un petit peu plus de sagesse. Newcastle, chanceux ou robuste ? Robuste, ça c'est sûr, chanceux aussi parce que on l'a vu la semaine passée avec l'infographie sur les équipes du ventre mou contre Newcastle faisaient toujours des résultats, donc on ne suis pas étonné de la défaite. Mais regardez cette infographie. Eux, ils ont fait la même chose que Maresca, c'est-à-dire qu'Eddie Howe, il se prend aujourd'hui pour un entraîneur qui est capable de mettre une équipe en jeu dominant placé, et donc c'est une des meilleures équipes sur jeu dominant placé, une des meilleures équipes sur centre, mais par contre, il a perdu dans tous les autres domaines où il était fort, les face-à-face, les transitions rapides, les phases arrêtées, mais voilà, la différence, à la fin, c'est qu'il a enchaîné des séries avec une robustesse et il a encaissé moins de 15 buts en moins par rapport à la saison passée, seulement 47 buts. On se rapproche de sa première saison où il avait été meilleure défense avec Manchester City. Donc il a compris en fait que cette équipe, elle veut donner du spectacle, surtout à domicile.
mais qu'elle doit surtout être robuste défensivement. Et je peux vous dire que c'est pas facile avec Scar et avec Burn. Donc, il a quand même réussi à mettre ce système en place. Tonali a fait un travail énorme. Ça a fait du bien cette saison, son retour après sa suspension. Et il a marqué pas mal de buts importants. Et donc, vous le voyez sur toutes ces images, cette envie de passer par les centres. Et voilà, ils ont marqué d'ailleurs 2 magnifiques centres-tirs avec Murphy, avec Tonali précédemment. Donc, est-ce que cette équipe va être capable de continuer cette progression dans ce jeu dominant? Mais il faut absolument récupérer des choses dans les autres domaines parce que là, c'est catastrophique. J'aurais pas parié sur un retour de Tonali au premier plan. Ça on peut se dire ça ou pas? Oui, on peut dire. Et alors, pas pu parier du tout d'ailleurs. Et alors, je voudrais juste par rapport à ce évidemment, j'entends ce que Christian dit en comparaison de l'année dernière. Oui, tout à fait. Par contre, sur la Ligue, j'étais quand même étonné de constater qu'ils ont la 8e défense de Première Ligue cette saison. Donc, c'est vrai, s'ils regardent leur propre jardin, oui. Et en même temps, si on fait une comparaison avec les autres, ils sont les 8e. Mais attention, les lendemains de Ligue des Champions, pour eux, sont pénibles. Donc, à ne pas reproduire ça aussi, bien sûr. Ils ont un petit peu l'expérience maintenant. Peut-être. Ce sera leur 2e participation à la Ligue des Champions. Et puis, n'oublions pas, on a parlé du championnat, mais ils ont quand même gagné leur premier titre en 70 ans, la Coupe de la Ligue. Donc, formidable. C'est une très bonne saison pour les Magpies. Oui. Même si je reste sur mon... J'en sais aussi de gagner la Coupe de la Ligue. Allez, non, c'est pas ça, mais je trouve, c'est un peu miraculeux pour le coup. C'est ceux, en tout la cas, qualification en Ligue des Champions, qui profitent le plus, à mon avis, de ce que les autres n'ont pas pu faire. On l'a dit, c'était un sprint final quand même haletant. Il y avait 5 équipes pour 3 places. Donc Newcastle a accroché le dernier wagon en étant 5e pour la Ligue des Champions. Et déjà, c'est grâce aux bonnes performances, notamment d'Aston Villa en Ligue des Champions. S'il y a 5 clubs anglais qui peuvent participer à la prochaine Ligue des Champions, par contre, Aston Villa... Ça s'est passé à ça, c'est passé à ça. En Ligue des Champions. Effectivement, Aston Villa, c'est la première déception, 6e et qualifiée seulement pour l'Europa League. C'est l'équipe qui a le moins de victoires du top 6, c'est que ça joue. Et puis là, il fait ses adieux, peut-être à Aston Villa, peut-être aussi à la Première Ligue, parce que... On a choisi ça parce qu'on voit à quoi se joue une saison. Là, on est dans le dernier match à Manchester United. Vous devez gagner ce match. On joue la fin de la première mi-temps et puis on a Hernandez qui sort de manière complètement incontrôlée. Il aurait pu quand même faire autre chose, même s'il encaisse. Il y a encore Hulun, on n'est pas sûr qu'il allait marquer. Et à 10 contre 11, avant d'encaisser, il y a ça, qui pour moi ressemble fort à un scandale de l'arbitrage. Il n'a pas le ballon complètement maîtrisé, le ballon est toujours au sol, il touche à peine le gardien, il n'y a absolument aucune faute vue d'ici. Regardez ce geste-là, il n'y a aucune maîtrise. Comment peut-on le problème, c'est que l'arbitre a sifflé avant que le ballon rentre. Donc le VAR sinon, le VAR aurait pu le valider, ce but. Double erreur. Et c'est un petit peu courroucé, évidemment, Unai Emery, qui a fixé l'arbitre pendant une bonne minute à la fin de la rencontre. Ouais, et là, on a un peu le sentiment inverse, c'est-à-dire que finalement, leur parcours en Ligue des Champions fait qu'on a le sentiment général que la saison a été bonne. Maintenant, moi, je rebondis sur ce que Bruno disait il y a un instant, au-delà du fait que c'est l'équipe qui perd le plus. Mais si vous regardez... par exemple, dans le nombre de buts marqués, ils ne sont pas dans le top 5. Le nombre de buts encaissés, ils ne sont pas dans le top 5 non plus. Donc, je veux dire... Ils ont été battus par tous leurs concurrents directs, au moins une fois. Mais ils sont battus dans la course à la Ligue des Champions à la différence de buts. Oui. Parce qu'ils ont le même nombre de points que Newcastle. Ils sont en demi-finale de Cup. Oui. Complètement ratés face à Palace. Et ils sont en quart de finale de Ligue des Champions. Et ils ont Youri Tielemans, c'est lui joueur de l'année. Voilà. Et Onana qui... joueur de l'année chez eux. C'est bien. Ah oui, Onana qui sera... non, mais je pensais que... C'est bien, oui. Et donc Onana qui devra se contenter de l'Europa League la saison prochaine. Christian, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur Aston Villa ? Oui, quand il a, avec la magnifique série, à part le dernier match, mais cette magnifique série a permis quand même de rester dans la course pour la Ligue des Champions. Mais le résumé total du modèle de Emery, c'est les 3 buts encaissés en demi-finale de la Coupe contre Crystal Palace, avec 3 sorties de balles qui sont complètement ratées, 3 reconversions rapides derrière. Et donc, quand il a fait ça, cette saison, il a été en danger et il a rétrogradé au classement. Quand il a été dans sa robustesse et qu'il a commencé à enchaîner les clean sheets comme il savait le faire dans sa première saison, alors il reste un entraîneur qui est pour le top. Mais voilà, il faut, comme disait Jean-François dans une émission, je crois qu'il y a 2 émissions,
À ce moment, l'entraîneur va pouvoir mettre une partie de son ego de côté pour être dans l'efficacité de son groupe et de la compétition. Et quand il fait ça, alors il mérite d'être dans le top 4, top 5 des meilleurs entraîneurs en Angleterre. Morgan Rogers, pas mal. Oui. Watkins continue de marquer. Même s'il a un peu moins de temps de jeu. Justement, pendant qu'on continue à parler d'Aston Villa, on peut peut-être montrer la séquence parce que le duo Watkins-Rogers a quand même très très bien fonctionné. Oui, il y a beaucoup de choses très positives à la fois dans cette équipe qui parfois était très séduisante, parfois l'a été beaucoup moins, mais on peut noter quand même qu'en décembre, janvier, ils perdent 15 points, qu'au mois de février, ils font un bilan de 5 sur 15, donc ils ont eu aussi des périodes extrêmement compliquées, notamment cette période... beaucoup de matchs aussi. Oui, mais justement, cette période de fête qui est compliquée, où on dit souvent qu'on ne gagne pas un titre, mais on le perd, j'ai envie de dire qu'on peut élargir la formule et dire on ne gagne pas un ticket de Ligue des Champions peut-être, mais on le perd peut-être dans ces périodes-là aussi, donc c'est important de revoir ça. Et se dire que maintenant il va falloir aller convaincre des joueurs. C'est un peu le problème quand on ne veut pas qualifier pour la Ligue des Champions, c'est convaincre de joueurs de rester. Voilà, comme Watkins par exemple, qui a battu le record de buts marqués en première ligue. Exactement, Watkins c'est un exemple, mais aussi d'attirer des joueurs qui peut-être peuvent augmenter la qualité de votre groupe. Et c'est ça aussi la sentence de la Ligue des Champions, c'est du coup quel type de joueur pouvait encore soit garder, soit aller chercher. Et c'est un manque à gagner financier parce qu'on sait aussi qu'Aston Villa est un des clubs les plus endettés avec Chelsea de cette première ligue. Donc la Ligue des Champions aurait fait du bien d'un point de vue comptable. Du côté Nottingham Forest, faut-il pleurer parce qu'au finalement on est 6e après avoir été dans le top 3, top 4 pendant quasiment toute la saison, ou quand même se féliciter de se qualifier pour une Coupe d'Europe, ce qui n'était plus arrivé depuis 30 ans, il me semble. D'abord, on applaudit Sels. Oui. Parce que c'est le deuxième. Golden Glove. Ouais. 13 clean sheets à égalité avec Raya. Chapeau. Il rejoint avec moins de clean sheets que Courtois à l'époque. 100% de temps de jeu, 33 ans, la pleine maturité. D'abord, la félicitation. Et puis, une année 2025 beaucoup plus compliquée. Oui, une fin de championnat, une victoire sur les 5 dernières journées. Oui, voilà, tout était dit. Mais et une demi-finale de Cup perdue aussi. Et je pense très certainement de la nervosité en interne, parce que nous, ce qu'on n'a pas toujours comme information, c'est ce qui peut régner dans les relations humaines qu'il y a dans un club. Or, quand on voit le président qui, à un moment donné, s'agace, etc., lui, il a rêvé comme un supporter, il a rêvé avec ses émotions, et en rêvant avec ses émotions, il a mis la pression, à mon avis, sur son entraîneur et son groupe. Ça, c'est un point de vue peut-être tout à fait externe. Il a rêvé et vu ses finances aussi. Oui, enfin, vu ses finances, je pense très sincèrement, on parlait d'ego tout à l'heure, je pense que lui a été touché par son ego de se dire, mais nous, on va y arriver avec Nottingham, je suis le président qui va amener Nottingham, etc. Mais enfin, voilà, cette image où on le voit descendre là, sur le terrain, ça, c'était vraiment la dernière chose à faire. Christian, pourquoi est-ce que c'était insuffisant du côté de Nottingham Forest pour être dans le top 5 des qualifiés pour la Ligue des Champions? Pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut pleurer ou est-ce qu'il faut être content? Je pense qu'il faut être très très content parce que s'ils ont réussi à être dans la course jusqu'au bout, c'est parce que les autres n'étaient pas à la hauteur, enfin les autres du top n'étaient pas à la hauteur et donc ça a permis de faire ça. Et la deuxième chose, c'est d'avoir passé une saison les mains dans les poches et pour 2 raisons. La robustesse et alors l'alternative. Et vous le voyez, la robustesse défensive, ils l'ont montré avec notamment les clean sheets et bravo à Sels pour ça. Mais regardez surtout ce qui est en vert. Ça, c'est les conditions pour pouvoir passer une saison les mains dans les poches, c'est-à-dire la transition rapide. Il faut savoir que c'est les meilleurs dans ce domaine-là, meilleurs que Liverpool, et phase arrêtée, meilleur qu'Arsenal, meilleur dans ce domaine-là aussi, dans la première ligue. Par contre, les 2 autres domaines, c'est une catastrophe. Et ces 2 autres domaines, malheureusement, c'est ce qui fait qu'on peut durer dans le top 5, le top 6. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir des moments où on peut où on peut dominer. Et il y a trop de matchs cette saison où ils ont été en dessous des 30 ou 35% de possession de balle. Donc, c'est un choix, comme disait Jean-François Latanto pour Arteta, c'est aussi un choix pour Nottingham Forest et pour Espirito Santo. Il l'a très bien fait et il a profité. Voilà, regardez, les passes adverses ratées, c'est-à-dire une mise en place défensive et se projeter à 5 mètres, 10 mètres du but quand il y a une mauvaise sortie de balle. Voilà, c'est le plus facile pour marquer. Il a réussi à le faire. Il a fait ça très bien. C'était une saison les mains dans les poches. Puis après, quelques petits buts sur phase arrêtée, comme on va le voir ici, c'est-à-dire les meilleurs sur coup franc indirect. Sur coup franc indirect, on ne parle pas de corner. C'est quand même 6 buts sur coup franc indirect. Donc ça vous prouve quand même que même s'il n'y a pas d'entraîneur ou de coach attitré des phases arrêtées à Nottingham Forest comme dans d'autres clubs, eh bien, on peut quand même travailler et être efficace dans ce domaine. Et ça a permis de pouvoir aller de rêver jusqu'au bout. Mais
voilà, c'est un rééquilibrage logique, comme je l'ai écrit souvent dans l'émission. Dans ce système so British, avoir Chris Wood qui vous met 20 buts, c'est extraordinaire. Elanga qui vous envoie 11 assists. Et puis la saison de Gibbs White qui est pas mal non plus, c'est 7 buts et 8 assists. Je trouve qu'il y a des éléments qui ont fait aussi la différence. Ça aide d'avoir ce talent-là. Et pour expliquer que cette équipe a fait quelque chose de très spécial cette saison, 32 points la saison dernière, 65 cette saison, x2 tout simplement. Il y a peu d'équipes qui peuvent... Est-ce que Chris Wood jouerait à Arsenal ? Il aurait pu marquer beaucoup de buts sans doute à Arsenal. Non, mais je pense que l'analyse est très bonne, mais je pense que entre la réalité de l'analyse et la réalité du début de saison, est dû s'installer progressivement le doux rêve d'une réalité qui n'était pas la leur, et puis à un moment donné, ils se sont un peu perdus là-dedans. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on peut analyser cette année 2025 quand même beaucoup plus compliquée. Voilà pour le top 7, donc qualifié pour les Coupes d'Europe, en tout cas via le championnat. Il faut y ajouter évidemment d'autres équipes qui le font via d'autres compétitions. Et puis il y a tout ce groupe d'équipes trop fortes pour la relégation, mais pas assez pour se qualifier pour l'Europe. À partir de la 8e place, on a Brighton. On a Bournemouth qui a fait une très très bonne saison et qui est 9e. Et puis il y a Brentford. Christian, est-ce qu'on peut dire que Brentford a ramené cette mode de but marqué sur les rentrées en touche? On ne l'avait pas vu depuis, on va dire, l'époque de Stoke et d'un certain Rory Delap. Brentford, eux, depuis leur accession à la Première Ligue, ils ont montré en fait que c'était le moyen pour pouvoir y rester. Alors on verra plus tard les fameux promus relégués. Eux, ils ont directement coupé court quand ils sont montés, et notamment avec, comme je l'ai déjà expliqué 10 000 fois, c'est-à-dire la création de ces 7-piece lounge. Et là, en fait, chaque saison, ils marquent un ratio très élevé en termes de phases arrêtées. Et cette saison, ils nous ont régalé avec 6 buts sur rentrée de touche. C'est génial, ça permet en fait à chaque fois que le ballon sort, c'est comme si c'était un mini corner, et donc ça doit mettre une pression incroyable à l'adversaire. Il faut pratiquement défendre dans son petit rectangle, et il suffit d'avoir un joueur ou deux qui parviennent à prolonger le ballon ou faire des remises de balles de la tête, et il y a toujours quelqu'un pour pouvoir la mettre au fond. 6 buts, c'est énorme sur touche. Et les 3 qu'on voit là, c'est 3 à domicile. Donc, quand vous devez rentrer sur cette pelouse, c'est la première ligne que vous regardez, en fait. C'est très proche de votre rectangle. Avec en plus le public qui est à 1 mètre derrière pour vous pousser à aller vers le but adverse. On a vu notamment Wissa sur les images. Alors, le duo Wissa-Mbeumo, messieurs, c'est tout simplement le meilleur duo d'attaquants de toute la Première Ligue. 20 buts pour Mbeumo, 19 pour Wissa. Tous les deux en sur-régime et poussés par Thomas Frank probablement à se transcender cette année. Mais voilà, 19 buts pour l'un, 20 pour l'autre. Même Skad est aussi... au-dessus de ses performances des autres années. Donc voilà, il a, je pense, retiré Thomas Frank le meilleur de son groupe, en tout cas cette année, offensivement. Et n'oublions pas les 10 assists de Damsgaard. Ce sont des références encore. Quand on fait les bilans d'une fin de saison, vous avez le gars à 10 assists, vous lui dites merci et bonnes vacances. Il revient reposer. Voilà. Exactement. Alors, un petit conseil, je ne sais pas si on peut donner des conseils au club de Première Ligue, mais s'il y a un club qui veut acheter Mbeumo ou Wissa, moi je leur conseille d'acheter les deux. Parce qu'ensemble, quand même, ça marche super bien. On a vu invendable, non? Brentford a quand même un peu d'ambition. Mais si vous regardez... Ils ont vendu Tony quand même pour beaucoup. Mais si vous regardez... Pour une grosse somme, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas comment procèdent les clubs, mais si vous regardez la longévité, c'est-à-dire leur efficacité sur, non pas cette année-ci, mais un petit peu les années antérieures, sont quand même très largement au-dessus de ce qu'ils ont fait dans les autres années. Donc, il faudra confirmer ça dans la suite. C'est ça le foot. On vous achète quand vous êtes mûr. Il ne faut pas acheter un fruit pas mûr. Là, ils sont bien mûrs. Là, ils sont mûrs. Et ça va par 2 en plus. Alors, autre club qui devra confirmer, Christian, c'est Fulham, qui termine donc à la 11e position. Mais franchement, qui nous a offert quand même de bons moments cette saison. Oui, des bons moments parce qu'en fait, ils encaissent pratiquement à chaque but, mais ils ont réussi souvent à marquer un de plus, et notamment parce qu'ils étaient vraiment très très bons sur le jeu dominant, le centre et le jeu de tête, avec Jiménez notamment. Et en fait, de plein jeu, ils nous ont régalé parce que c'est une équipe vraiment joueuse qui a mis de la pression chez ses adversaires, qui a marqué beaucoup de buts sur centre, qui passe par les flancs. Eux, par exemple, ils parviennent à réussir ce que
ce que Chelsea ne parvient pas à réussir, c'est-à-dire ce passage et avoir quelqu'un qui parvient à marquer comme ça. Je crois que lui, il est un des attaquants qui pourrait faire du bien à Chelsea, mais je pense qu'il est un peu trop âgé maintenant. Mais voilà, cette équipe nous a régalés et pour le jeu et pour le divertissement, ils ont encaissé beaucoup de buts aussi, donc il y avait vraiment du spectacle. J'aime cette idée, marquer 54 buts, en encaisser 54, la différence c'est 0. Il y a encore mieux, hein, on en parlera un petit peu plus tard. Pour le plaisir. Non, oui, voilà, pour le plaisir et à la bonne place. Voilà, ils sont là où ils doivent être. C'est pas facile d'aller jouer là. C'est un chouette stade. Il y a un côté très british aussi dans le stade. Hein, je parle. Oui, c'est un des derniers stades traditionnels puisque Goodison Park a fermé ses portes, en tout cas pour l'équipe masculine en fin de saison du côté d'Everton. Je vous disais qu'il y a d'autres équipes qui se sont qualifiées pour une Coupe d'Europe, notamment, et pas via le championnat, mais via la Cup, pour Crystal Palace. Bravo. Voilà, qui a été franchement une des belles surprises cette saison. Ouais, et rien à dire sur la finale de la Cup. Ouais. Je trouve qu'ils méritent entièrement leur succès par leur parcours et par ce qu'ils ont fait aussi. Et on va dire que cette équipe-là a pu compter aussi sur des joueurs qui ont été d'une efficacité importante. On peut peut-être mettre l'infographie parce qu'en championnat, ça avait mal commencé. Avec ils sont très bas. L'entraîneur arrivé fin de saison dernière. C'est ça la magie, c'est d'avoir gardé le coach. Ça, c'est absolument fantastique. Avec le premier titre gagné dans l'histoire du club. On le rappelle, ils n'avaient jamais gagné ni de Cup ni de Coupe de la Ligue. Je crois que Christian veut dire un mot sur ce Palace, cet étonnant Palace. Oui, sur Glasner, surtout quand il avait été recruté par Textor ou par un autre directeur sportif de Palace, il avait dit si c'est pour jouer la 10e place, venir à Palace, ça ne m'intéresse pas. Il termine 12e, mais il gagne quand même la coupe. Donc voilà, ils ont beaucoup d'ambition, ils ont beaucoup je sais pas, ils ont peut-être une opinion d'eux-mêmes qui est peut-être plus élevée que la réalité, mais en tout cas, il a fait un bon retour parce que quand ils étaient 19e, je pense qu'ils devaient trembler en allant à l'entraînement. Et voilà, il a quand même remonté, puis il a stabilisé. Et puis voilà, et puis ça, c'est la cerise sur le gâteau en fin de saison où ils parviennent à gagner la coupe. Donc voilà, avec deux joueurs exceptionnels qui sont Mateta et Eze, qui est aussi en transition et qui est aussi en complémentarité. C'est aussi un duo d'attaquants qui ferait du bien à beaucoup de clubs. 14 buts pour Mateta, dont un des plus beaux de la saison. On l'a vu en début d'émission face aux Gunners. C'est de l'efficacité, c'est de l'esprit, c'est aussi un stade. Il ne faut pas oublier, ça tremble, hein, là. Les tribunes tremblent encore. On a ces vieux stades anglais mythiques. Et là, on est dans la continuité en ce qui le concerne, parce que c'était 16 la saison dernière, 14 cette année-ci. Donc là, on est sur un attaquant stable. Je rappelle quand même que le gars, je ne sais pas comment il fait pour enchaîner les matchs comme ça. Ah oui, il était aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et il est là, et il aligne les matchs cette saison. 37 matchs joués pour lui. Donc, il aime son métier de footballeur, il en profite bien. Mais il a bien raison. Normalement, je rappelle quand même, pour les plus jeunes, c'est l'entraînement et la phase de repos. Ça s'appelle de l'entraînement aussi. Hein. Pour être performant, il faut des phases de repos et des joueurs qui s'appliquent. L'alimentation, le repos. Mais oui. Alors, il est temps de passer à un dossier un petit peu plus compliqué, un petit peu plus embêtant, en tout cas pour Manchester United, qui termine donc à la 15e. Finalement, il saute Wolverhampton sur la dernière journée. Ne regardez pas, ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux aux supporters de cet immense club qui est Manchester United. Christian, on va déjà voir comment ça s'est passé. On se souvient que Ten Hag avait d'abord les dirigeants voulait un remplaçant à Ten Hag à l'été dernier. Finalement, il ne trouve pas, donc il prolonge Ten Hag, qui n'a tenu que, 9 journées cette saison, 9 matchs de championnat, 9 journées, Christian? Oui, 9 matchs. Donc, voilà, on va voir le détail sur l'infographie, donc le nombre de matchs, le nombre de victoires perdues, et alors la différence de buts et le nombre de points. Voilà, donc il y a Ten Hag, 9 matchs, Van Nistelrooy, 2 matchs pour Van Nistelrooy, et puis 27 pour Amorim. Le bon choix, point d'interrogation. Visiblement, non. Mais d'où la question d'un journaliste anglais, quand il lui pose la question après. C'est pas lui qui a posé ça. Non. Parce qu'en fait, il se retrouve un peu dans le même cas de figure finalement, c'est qu'il a eu l'équipe en main plus que tout le monde cette année-ci. Donc il peut raconter ce qu'il veut à la fin. Il a raconté, en tout cas, il a pris le micro après le dernier match à Old Trafford. Il termine quand même sur une victoire, on l'a vu, face à Aston Villa. Et il dit voilà, on peut être déçu de cette saison, vous inquiétez pas, la saison prochaine, il y a, je ne sais pas ce qu'il a dit, un ouragan qui se prépare ou quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que 40 ans pour. Il a 40 ans, Amorim. Est-ce que 40 ans pour gérer un paquebot comme celui-là qui est en crise,
Est-ce que c'est lui le responsable de ça? Non, mais on peut dire qu'il a été rigide quand même sur cette volonté de vouloir absolument jouer avec 3 défenseurs. Ça n'a jamais fonctionné sur toute la saison. On peut imaginer qu'il s'est mis son vestiaire à dos avec quelques réflexions aussi. Hein. Oui. En tout cas... Oui, mais il y a une autre réflexion qui est intéressante concernant Manu. Rashford s'en va, ça va mieux. Anthony s'en va, ça va mieux. McTominay fait le bonheur de Naples. Ah, ça va mieux pour eux. Ça va mieux pour eux. Pas pour Manchester. Même l'entraîneur qu'on a mis dehors va se recaser du côté de Leverkusen. Donc en fait, pour que ça marche, il faut quitter Manchester. Ah bah c'est peut-être le cas alors d'Onana, parce qu'on l'a vu, il a fait des erreurs incroyables. C'est plus le même gardien qui portait le maillot de l'Inter. Non, aujourd'hui, il est insécurisant aujourd'hui, je trouve. Et insécurisé. Ouais. Ça, c'est important, parce que vous le dites aussi, il s'est obstiné dans certains choix. Là, on est avec des erreurs techniques. C'est les moins graves pour un gardien. Les moins graves. Les erreurs tactiques, c'est plus compliqué à gérer. Mais regardez le nombre de défenseurs qui se trouvent dans ce rectangle. C'est affreux. Donc, je pense que tout le monde est insécurisé aujourd'hui du côté des Red Devils, mais c'est dramatique à voir. Bon, c'est un des soucis qu'on peut relever. Oui, voilà. Très honnêtement, c'est pas le seul. Non, bien sûr. Pour on ne peut pas stigmatiser Onana, mais bon, on a quand même dire là, c'était pas mieux, hein. Ouais. Et on en a parlé un peu avec Christian, et moi ça m'a sauté aux yeux dans la finale qu'ils ont joué, le finale d'Europa League qu'ils ont joué face à Tottenham, c'est qu'en fait, ils ont dominé la rencontre qu'on leur a laissé. Tottenham les a laissés dominer, hein. Et puis l'effet de match aussi, le fait de mener, etc. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux sur cette équipe aujourd'hui, parce qu'on parlait de transition rapide, de faire la différence sur les transitions, cette équipe n'a pas été bonne dans ce domaine-là. Et encore une fois, ils ont amené un entraîneur avec une identité. Je dirais d'un jeu plutôt posé, etc., mais qui était incapable sur la longueur de mettre en place quelque chose. Lui, il s'est jamais adapté aux joueurs et au club. Hein. Il a demandé à tout le monde de s'adapter à lui. Ça n'a pas Souvenez-vous avec quelle aura il est arrivé, lui. Oui. Il perdait pas un match avec en Portugal. Portugal. Oui, mais dans une équipe dominante. Oui. Et ici, il se retrouve avec une équipe qui est un peu... Il a été vite calmé, ça c'est sûr. Ouais. C'est tellement différent, mais c'est aussi un mauvais choix, je suis désolé, du board de Manchester qui a tendance quand même à la... C'est Ineos maintenant qui décide. Oui, mais soit ils prennent un cap, ils s'y tiennent et à un moment donné, ils essayent dans ce cap-là d'aller chercher du coup les joueurs dont ils ont besoin. Mais ici, ils n'ont pas de cap. Ils vont chercher des joueurs dans tous les sens. Ils n'ont pas de buteur. Et visiblement, les joueurs qui sont chez eux ne sont pas nécessairement au top sur le plan athlétique. C'est qui le buteur? En tout cas, Morim devrait commencer la saison, mais s'il ne trouve pas le cap sur les 10 premières journées, je pense qu'il va suivre le même chemin. Suivons déjà la période de préparation cet été. Oui, effectivement. Déjà. Que pensez-vous de la saison de Tottenham? Outstanding, mate. D'abord, il a sauvé les Spurs de la relégation. Quoi? Si Leicester fait une grosse saison, ils descendent. Hein? Non. Ensuite, il a toujours dit qu'il allait gagner un trophée lors de sa 2e saison. Il le fait. Il l'a fait, effectivement. Ils n'ont rien cadré lors de cette finale, mais il le fait. Ils ont cadré une fois. Non, c'est un but contre son camp. Allez, okay. Même les officiels n'ont pas osé et ont attribué ce but, mais c'est un but contre son camp. Je trouve que Postecoglou, il incarne ce qu'est un petit peu... Il a de l'aplomb, en tout cas. Oui, mais justement, ça incarne un petit peu ce qu'est devenu le football aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se referme sur soi, on répond plus trop aux sollicitations de l'extérieur, plus c'est technique, moins on répond, et moins on a à se justifier, mais en même temps, dès qu'on gagne quelque chose, on fait le coq. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe avec lui. Moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer dans la suite. Je souhaite évidemment à tous les supporters de Tottenham que l'année prochaine, ils gagnent quelque chose encore. Et voilà, c'est pas eux. Mais 22 défaites en championnat. 17e, 22 défaites, mais un titre le premier en 17 ans et une qualification à la Ligue des Champions. Voilà, et avec une approche tactique... C'est difficile de faire un plus grand écart que cela, évidemment. Oui, avec une approche tactique qu'on mettra quand même entre guillemets, parce que sauf si vous en avez... finale, hein, parce que là, ils ont fait une là, ils défendaient plus au milieu du terrain. Mais justement, c'est pour ça que je le dis, parce que vous voyez la manière dont ils défendent en finale quasiment sur leur ligne de but, et comment est-ce qu'ils ont défendu, souvenez-vous, dans ce fameux match où ils sont à 9, et qu'ils vont défendre à la ligne médiane, où à un moment donné, ils disent mais qu'est-ce qu'ils font? Donc je ne sais pas si dans la tête de l'entraîneur, c'est très clair. Voilà, en tout cas, soirée, ou plutôt saison très particulière pour Tottenham, mais félicitations quand même à cette équipe qui a remporté l'Europa League, mais en championnat, c'était catastrophique tout simplement. Et puis la Première Ligue, messieurs, a inventé un nouveau terme, les promus relégués. Parce que ça fait 2 saisons maintenant que les 3 promus sont relégués immédiatement et font l'ascenseur, le yo-yo, vous l'appelez comme vous voulez.
Oui, parce que la distance, enfin, la différence entre l'exigence de la première ligue et ce qui se passe en dessous en Championship, c'est évidemment très, très différent. Donc, voilà. Gagner 6 matchs sur une saison, ouais, c'est compliqué, Je vous rappelle que Nottingham y était arrivé, mais souvenez-vous du nombre de transferts qu'ils avaient dû effectuer. Hein, c'était énorme. Donc voilà. Est-ce que des équipes comme Burnley, par exemple, aura retenu la leçon de son premier passage? Ils remontent en tout cas. Oui, ils remontent. Mais voilà, est-ce qu'ils ont retenu la leçon? Ils sont très efficaces sur le plan défensif cette année en Championship. Est-ce qu'ils seront capables de rééditer la même chose là où ça va plus vite? Ça, je reste un petit peu. Mais c'est intéressant. Il vaut parfois mieux pour ses propres supporters monter et descendre. Ça donne un peu de. Oui, que dit vision du jeu par rapport à ça? Eh bien, on va l'écouter, Christian. On signale quand même que les 3 clubs promus pour la saison prochaine en Première Ligue, c'est Burnley, on l'a dit, Leeds et maintenant Sunderland qui s'est qualifié dans les playoffs. Christian. Oui, il y a toujours le pactole de la descente. Ils redescendent en Championship. Le parachute doré. Mais par contre, pour Luton, ça ne s'est pas bien passé cette saison parce que je pense je ne suis pas sûr, mais ils ne font pas la bascule en Ligue 1. Oui, absolument. Absolument. 2 saisons de suite. Donc, même avec l'argent, revenir, alors c'est chouette dans un stade mythique et tout ça où il faut rentrer pratiquement par la cuisine de la concierge pour aller dans la tribune. Mais au bout du compte, après, quand après 2 saisons, tu retrouves la Ligue 1 avec l'argent qu'il y a, c'est dommage, quoi. Parfois, l'argent ne revient pas sur les pelouses. Hein. Parfois, il se perd en route. Effectivement, ça reste le milieu du football. Allez, on termine quand même sur une note positive et on rend hommage à cet exceptionnel joueur qui est Mo Salah. Qui égalise un record. Il ne l'a pas battu avec 29 buts et 18 assists. Ça fait quand même 47 contributions à un but au total. Il égalise le record précédent qui appartenait à Andy Cole et à Alan Shearer. Donc, meilleur buteur, meilleur passeur cette saison. C'est la plus grande saison de la carrière de Mo Salah. Oui, c'est un des plus grands pieds gauche de l'histoire du football. Hein. C'est exceptionnel. Le niveau technique. Là, on voit c'est quelques-uns de ses plus beaux assists. Oui, mais le niveau technique de ce joueur, il n'y a pas de secret. Et c'est formidable de clôturer avec ça parce qu'il y a une ligne et tout le monde, tous les spectateurs, tous les joueurs, tous les coachs, il y a un truc qui ne bouge pas sur un terrain, c'est les buts. Et c'est l'objectif de ce jeu, c'est d'aller franchir cette ligne-là. Et quand vous avez des joueurs qui vous font rêver dans chacun de leurs contrôles, écoutez, on s'incline et on applaudit. Vous avez raison, mais pour faire rêver, il faut retenir une leçon, c'est que Salah, avant d'être efficace et d'avant de marquer des buts, il est d'abord, sur un plan athlétique, il est parfait. C'est-à-dire qu'il fait attention, c'est un athlète, un véritable athlète, une véritable hygiène de vie. Sur le plan mental, je pense que c'est un garçon qui est extrêmement cadré, qui est extrêmement clair par rapport à ce qu'il est, à qui il est, à ses racines, à lui-même. Et puis, c'est très important. Et puis alors, je dirais que sur un plan, tactiquement, j'ai l'impression que c'est un peu moins son kiff. Mais par contre, sur le plan technique, il arrive à faire des enchaînements fabuleux. Donc, voilà. Retenons simplement que si... un joueur comme ça peut s'exprimer, et moi je tiens vraiment à insister là-dessus, ce n'est possible que parce qu'il est un véritable athlète avant tout. C'est bien d'être techniquement très fort, mais il est aussi sur le plan athlétique une machine à courir. À contrario, regardez la saison de Kevin De Bruyne, contrarié physiquement, il ne peut plus développer complètement son talent, mais ça reviendra pour la saison prochaine, où qu'il aille. On avait commencé la saison avec Johan Cruyff. Mo Salah doit être un de ces joueurs qui doit faire sourire Johan Cruyff, au paradis des grands footballeurs. Bien sûr. Et bien voilà, c'est un bon bilan de cette saison 2024-2025. On n'en retient que des bonnes choses finalement. Oui, outstanding. On parlera de l'arbitrage, pas dans ce contexte-ci, mais l'arbitrage anglais a quelques soucis. Peut-être dans le déo spécial de fin d'année. Peut-être. On a envie d'être très positif. On va l'évoquer, c'est difficile de terminer, mais voilà, ne retenez qu'une action, c'est le but annulé d'Aston Villa, et puis voilà, essayez de comprendre pourquoi. Ok. Bon, c'est une petite erreur de l'arbitre. Petite, mais qui coûte cher. On parle des erreurs des managers, on parle des erreurs des joueurs. L'arbitre, surtout que c'était un jeune arbitre, Monsieur Brummel, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Oui. L'erreur, c'est peut-être de l'avoir désigné pour un match aussi important. Absolument. Donc, voilà. Le mot de la fin, on va le laisser à Christian. Une année de plus, une saison de plus pour Vision du Jeu et pour Pied le Club.
Ben voilà, c'était un plaisir total de préparer chaque émission avec vous, Serge, et avec les amis collègues. Et voilà, c'est très chouette de pouvoir donner un autre angle et de pouvoir faire des bilans à l'épreuve des faits. Et je me suis amusé du début à la fin. Un plaisir partagé. Jean-François Bruno, il nous reste à souhaiter le plus bel été possible à nos abonnés. Absolument. Ouais, la Première Ligue est source de divertissement, c'est ça surtout. Je pense que les gens formule. s'amusent quand ils regardent ce football-là, riche en intensité, en spectacle, voilà. Et elle doit le rester. Et j'espère que ça le restera, bien sûr. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt et notamment pour l'EDO spécial de fin de saison. La date, Jean-François, pardon. Le 2, donc lundi, lundi 2 juin. 2 juin. Voilà, pour ceux qui voient cette émission avant le lundi 2 juin. Le rendez-vous est pris. Merci à vous. Merci à tous ceux qui participent évidemment dans les coulisses à cette émission. Et à très bientôt. Bye bye. I have to talk about facts. I'm the normal one. 18-year-old Liverpool-born fullback. The biggest trophy is the Premier League. Diaz! Trent Alexander-Arnold!